nous utilisons pour la contester sont élaborés par elle. Donc, cette domination-là qui est le grand paradoxe dont nous les écrivains qu'on dit francophones, que Mamadou n'est pas, Mamadou est un écrivain français, mais l'expression française. Là, qu'on dit francophone, symbolisons très 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 fort, parce que parfois, quand quelqu'un se met à critiquer ce qu'on appelle les blancs, bon, il n'y a pas trop de blancs ici, mais ça va. Si quelqu'un se met à critiquer les blancs, on l'apprécie. Pourquoi on l'apprécie? On l'apprécie parce que c'est le sommet du ridicule. On sait très bien qu'il s'adresse à ceux qui le lisent, ceux qui lui donnent les prix, ceux qui permettent qu'il existe réellement. Et quand il se met à critiquer, oui, bon, c'est drôle parce que on sait que bon, ben, il danse quand même pour eux. J'ai même symbolisé ça par l'image un peu d'un éléphant un peu cynique, pervers, sadique, qui donnerait à quelqu'un une banane pourrie en disant « frappe-moi ». Et quand il frappe avec sa banane pourrie, ça ne peut que faire rire l'éléphant parce que l'éléphant, lui, on ne le trompe pas. Merci Salim, toujours beaucoup de mots. Mamadou, je vous posais, je pense, l'une des dernières questions avant de peut-être passer à la parole au public. Vous qui êtes assez multicasquette, que ce soit du cinéma, de la photo, je suis allé un peu voir aussi ce que vous faites sur ce plan-là. Comment voyez-vous, en fait, explorez-vous le rapport de force dans la création artistique en général, pas que dans la littérature? Le rapport force par rapport à la discipline, par rapport au public, à soi, par rapport au lecteur, par rapport aussi à la société en fait. Parce que je disais un peu des critiques, personnes qui parlaient de rapport de force. On était plutôt sur de l'engagement en fait. C'est l'écrivain qui, par exemple Ngugi wa Thiong'o, à qui je rends hommage, qui est décédé récemment, qui lui, un peu son rapport de force, c'était d'écrire un kikuyu et de dire, bah en fait, j'écris un kikuyu, je m'impose un kikuyu. Et d'autres, en fait, écrivains sur les rapports de force, c'est de dire, il donne un chinois à Chébé, qui peut le dire, bah, écoutez, nous, longtemps, en fait, les autres nous ont raconté, il faut qu'on se raconte. Et en fait, à travers un personnage comme Okonko, qu'on casse des codes. Quoi. Donc, moi, j'ai envie de savoir, dans la généralité, en fait, que ce soit dans la photo et tout le reste. Moi, mon rapport de force, il y a Cocteau qui a un joli mot qui dit qu'il faut toujours s'appuyer sur une contrainte. Et moi, dès le départ, la grande question que je me suis posée, que ce soit en littérature, en théâtre, en photographie, en cinéma, en peinture, en dessin, c'est que je me suis toujours, quand je pratique une discipline artistique, je m'intéresse quelles sont les grandes lignes de force, qui sont les grands auteurs, par exemple, en littérature. Quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais d'abord pour moi. Si mes textes n'avaient pas été publiés, j'aurais continué à écrire pour moi. Mais ce qu'il me fallait pour justifier cette écriture, c'est que j'ai une singularité. Pour moi, mon rapport de force, c'est ma signature. C'est véritablement ça. Par exemple, quand je fais de la photographie, on reconnaît tout de suite mon style photographique. Pareil pour mon cinéma, pareil pour mon théâtre. C'est un de mes plus grands plaisirs de rencontrer des gens qui sont respectés, considérés dans leur discipline et qui me considèrent comme leur père. Et ça, c'est quelque chose de très puissant pour moi, et surtout ayant des origines africaines. Quand j'écris de la littérature, je suis édité chez Gallimard, je publie ces livres, ou au moment où quand je rentre dans cette collection qui a initié, dont Samy a été un des tout premiers auteurs, Continent Noir, j'arrive moi avec un livre qui s'appelle La géométrie des variables. Et c'était en 2010, c'était les 100 ans de Gallimard. De tous les livres de Gallimard de cette année-là, j'ai été celui qui a eu le plus de papier, qui a vraiment bousculé. C'est un livre qui parle des communicants politiques. C'est un livre très important, à la fois pour cette collection, mais plus encore pour Gallimard. Il ne pensait pas qu'un livre de ce continent, de cette collection qui s'appelle Continent Noir, allait autant impacter cette maison. Et tout à l'heure, j'en parlais avec Eugène, il me disait, tu sais, au moment où est paru ce livre, au moment où tu es arrivé, ça a été quelque chose, et moi je m'en rendais pas compte parce que j'étais dedans, et c'était pour moi très important quand j'écrivais ces livres, que ça soit, comme me disait Samy, chacun de mes livres, certes il y a le même style, mais chacun des univers est différent. Dans Remington, je voulais parler de la génération X qui a 40 ans, ça parle d'un critique rock, ça parle de la psychanalyse, ça parle de la guerre en Espagne. Mon personnage est blanc, chose qui... je suis noir, mais mon personnage est blanc, catholique, espagnol, et critique de rock. Dans Goldakan, je voulais parler de la pédopsychiatrie, comment les enfants naissent
par rapport à un parent qui est pédopsychiatre qui va faire en sorte que ses enfants vrillent pour pouvoir écrire dessus. Et les pathologies, ça m'intéressait. Par exemple, quand j'écris les corps intermédiaires, la nécessité, c'était de parler du printemps arabe. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Qu'est-ce que c'est que les manifestations? Qu'est-ce que c'est que la violence faite aux femmes? Et c'est la violence faite par une femme à un homme qui va enclencher les printemps arabes. C'est un homme qui, humilié par une femme flic, va s'immoler en Tunisie et qui va déclencher Et tous ces éléments-là m'intéressent, m'incite à écrire dessus. Donc, quel est mon rapport par rapport à la contrainte pour moi, véritablement, c'est d'écrire le meilleur livre possible pour imposer mon écriture, mon style, et j'ai eu cette chance-là de pouvoir le faire de mon vivant et d'avoir eu cette chance de côtoyer d'autres écrivains que j'admire et qui apprécient mon travail. Samy, sur le même sujet, s'il vous plaît. Oui, en fait, ce que Mamadou a dit, il a tout résumé. Chaque écrivain aspire à la singularité. Le rapport de force vient maintenant des instances de légitimation. Parce qu'à un moment, quel que soit le résultat de ton travail, il y a peut-être un lieu qui en fait un objet avec écho ou sans écho. Ce qui fait que un écrivain qu'on dirait grand peut n'être grand que pour lui-même puisque personne ne le connaît. Ce n'est pas nécessairement par les lecteurs. Moi, je sais que chaque livre, de chaque titre, si je dois être sincère, j'ai dû vendre par livre un exemplaire et 3/4. C'est vrai. Je ne suis pas un écrivain qui vend beaucoup, mais ce qui permet peut-être une vie d'écrivain, ça je partage ça avec Mamadou, c'est qu'on a quand même un minimum de respect de nos pères, qu'ils soient africains, français ou même hors du continent. On a quand même un minimum. Ça signifie que le lecteur, je peux inviter tous mes lecteurs dans un salon de 2 mètres carrés, ils ne sont pas très nombreux. Le lecteur n'est pas nécessairement celui qui m'a porté vers une certaine reconnaissance, c'est plutôt la petite chance que j'ai d'avoir influencé des auteurs qui le revendiquent. Certains n'ont même pas le revendiqué parce que en les lisant, les gens disent, bah oui, là on sent quand même l'influence de tel. Ça, c'est peut-être ce qui fait notre parenté avec ce que nous avons lu. J'ai tenté quand même de le résumer quand je parle aux jeunes. Je suis très sévère quand même. Il ne faudrait pas que tu me demandes des conseils parce que je suis vraiment très très sévère et en général quand je donne des conseils la personne ne revient plus parce que ça c'est vrai que je tente de décourager. Voilà. Pour que la personne comprenne que si elle avait une petite idée de ce qu'elle vaut, elle n'a pas encore exploité réellement ce qu'elle vaut. J'ai résumé ça par une chose quand même. Tu ne peux pas écrire sans être fécondé et tu n'es pas écrivain si tu ne tentes pas d'écrire des livres fécondants. Merci beaucoup Samy, merci pour cette intervention. Dans la salle, est-ce que certaines personnes auraient des questions à poser à nos 2 chers auteurs ici présents aujourd'hui? Oui, Dieudonné. Dieudonné, bon, Dieudonné, ça s'impose à toi, c'est Samy qui... on te donne la parole, Dieudonné, et on aimerait, voilà, avoir ton avis également là, finalement. Dieudonné, je pense que tu as même 2 questions. Une question. Bon, mais comme c'est une commande, je ne sais même pas par quoi je vais commencer. Non, mais ce qui est intéressant, alors la première question que j'avais posée, en fait je ne l'ai même pas, donc je vais l'improviser. Alors, en lisant Le Continent de tout et de presque rien, j'avais l'impression, bien évidemment tu as bien répondu, qu'on partait de quelque chose qui était comme de l'ordre d'un essai et qui trouvait son roman à l'intérieur. Et puis après,
pour moi, ça a quitté même après l'espace de roman pour devenir une espèce de, je dirais, de ovni, un objet vivant non identifié, et qui restait carrément littéraire, c'est-à-dire il y avait autant du théâtre que du cinéma à l'intérieur, que d'installations, pas forcément dans la forme présentée, mais dans la forme de ce qu'on ressent quand on le lisait. Ouais. Donc à la fin, bon, en réalité, je n'avais pas de questions avec ça, parce que ça me plaisait. Mais du coup, comme il faut poser une question par rapport à ça, donc je vais poser donc la question de savoir à tonton Samy, est-ce que c'était ton projet de départ de construire quelque chose qui part de cet endroit-là, bien évidemment comme elle sait, qui trouve son roman à l'intérieur, et puis qui fait valdinguer les frontières pour devenir une espèce de ovni, ou bien est-ce que ça s'est trouvé comme ça, comme on dit en forgeant, on devient forgeron, et puisque tu viens de la classe des forgerons, alors voilà, je pense que je saurais mieux me répondre. Merci. Ça c'est la première question. Disons, en fait, c'est un aveu que je vais te faire, hein. C'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que bon, je ne peux pas écrire du théâtre. Un roman pur, ce n'est pas tellement ma démarche. L'essai, au sens universitaire, je ne pense pas que ça m'intéresse. Comment être bâtard? Je suis l'un des écrivains vraiment fiers d'être bâtard parce que je me suis rendu compte. Alors, à toi. C'est une définition fort intéressante. Moi, pendant longtemps, on a pensé que j'aurais pu écrire du théâtre parce que dans mes romans, il y avait beaucoup de dialogue. Et je leur disais, non, le dialogue du théâtral n'est pas le même que le dialogue du roman. Et écrire du théâtre, c'est un genre très particulier. Moi, quand je me suis autorisé enfin à écrire du théâtre, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné, le théâtre. J'ai commencé le théâtre très tôt parce que j'avais le projet d'adapter Ulysse dans les camps de concentration. Je voulais faire d'Ulysse un Sonderkommando. Et il apparaît plus ou moins dans mon roman la géométrie des variables. Et donc, c'est là que j'avais rencontré Armand Gatti, un auteur de théâtre qui cherchait de jeunes comédiens pour un projet. C'est là que je me suis immergé, je devais avoir une vingtaine d'années. Donc, l'écriture théâtrale a toujours été présente, mais je ne m'autorisais pas. J'adorais aller au théâtre. C'est peut-être un des tout premiers arts que j'ai pratiqué après la littérature. Je n'étais pas comédien, mais j'assistais. L'écriture théâtrale m'intéressait, mais je ne m'autorisais pas. Il m'a fallu longtemps, mais vraiment longtemps pour me dire, écoute, là, tu peux y aller, pour une simple et bonne raison, parce que j'avais l'impression que dans le roman, j'étais en train de me répéter. J'avais une telle facilité à écrire du roman, véritablement, je trouvais que ça devenait de la virtuosité. Je me suis dit, on arrête là, parce que le roman que je suis en train d'écrire n'est pas bon, parce que c'est un roman dans lequel je ne me reconnais pas. Faisons quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, mais que je n'étais pas capable de faire, c'était d'écrire du théâtre. Et c'est ainsi que j'ai écrit Empty, ma pièce sur Marina Abramovic. Il me fallait un projet et l'écriture les dialogues d'une pièce de théâtre. Véritablement, je ne sais pas comment j'y parviens, mais je sais par moments que écrire un dialogue de théâtre, mais quand j'écris un dialogue de roman, c'est pas la même chose. Pourtant, je fais des adaptations, j'écris des scénarios. Je sais comment faire un dialogue. Mais le dialogue théâtral, c'est vraiment une écriture à part. Pareil pour l'écriture du poème, c'est quelque chose de très particulier. Mais néanmoins, grâce, justement, comme j'arrivais plus à écrire du roman parce que je trouvais que je me perdais, j'ai écrit du théâtre. J'ai écrit du théâtre pendant très longtemps. De 2013 à 2019, j'ai dû écrire une trentaine de pièces. Je n'ai fait que ça. Et à un moment donné, j'en ai eu assez d'écrire du théâtre. Parce que écrire du théâtre, c'est une autre contrainte. C'est très difficile parce que c'est une écriture à l'os. Autant, comme il le disait fort bien, on élargit les didascalies, il y a les digressions, on peut faire quelque chose. Mais quand on écrit vraiment du théâtre, comme dans ton cas, dans une de tes plus belles pièces, Je suis Mohamed Ali, c'est bien ça, je m'appelle Mohamed Ali. À chaque fois, voilà, je m'appelle. Cette pièce, elle est formidable, mais véritablement, c'est une logorée, elle est extraordinairement écrite. Et l'écrire en roman, ça serait impossible. Impossible, même avec autant de didascalies que vous voulez. Je vais être très court. Grâce au fait d'être passé du roman au théâtre, j'ai pu écrire un livre qui a été très important pour moi, c'est Golda Khan. Golda Khan, j'aurais jamais pu l'écrire. Le premier début du livre, c'est un dialogue entre un homme et une femme. Ce dialogue, il est à la fois théâtral et littéraire. J'aurais jamais pu l'écrire si j'ai pas eu le passage par le théâtre. Merci Mamadou. Est-ce que vous avez... il y a une dernière question. Oui,
Difficile de poser des questions après Dieudonné. Tellement il est donc brillant. Moi, ma question porte plutôt sur donc, le roman de Samy. Je ne l'ai pas encore lu, je vais l'acheter tout à l'heure. Je me pose la question, quand on écrit sur une douleur personnelle comme ça, est-ce qu'on est dans une forme de démarche thérapeutique? Et la deuxième question, c'est dans cet exercice d'écriture sur une histoire mais vraiment personnelle, est-ce qu'on s'impose certaines limites? Peut-être pour protéger sa famille, voilà, pour d'autres raisons aussi, mais est-ce qu'il y a une forme d'autocensure pour éviter d'aller un peu trop loin dans cet exercice d'exposition de soi? Oui, c'est vrai que oui, la deuxième question, en fait, comporte tout. Quand on écrit sur une douleur, c'est un point. Quand on écrit sur la douleur venant d'une personne qui ne lira jamais. Parce que ma fille est autiste, elle ne lira jamais ce que j'écris. À partir d'elle, on a quand même une responsabilité qui est très grande. Quel droit ai-je même en tant que père de parler de quelqu'un qui ne partagerait pas ce que j'ai écrit sur elle? Mais en même temps, il y a sa maman, il y a sa sœur. En parlant d'une douleur qui est celle des parents, je parle aussi de mon épouse, je parle de mon autre fille. Mais de quel droit? J'avoue que c'est... Tu connais Marie-France, hein? C'est un livre quand même pour lequel, pour la première fois, elle n'a pas été dans la critique littéraire. D'habitude, et c'est ma chance, comme tu le sais, d'avoir une épouse qui ne m'admire pas du tout dans ce que j'écris. Ça aide souvent. Non mais c'est vrai, tu imagines avoir une épouse, tu es génial, non. Beaucoup d'écrivains. Ce n'est jamais arrivé, parce que tout de suite, elle va quand même trouver une référence en disant, oui, mais bon, tu n'es pas allé aussi loin que tel livre, parce que, bon. Mais là, elle n'a pas pu être dans la critique littéraire. C'est pourquoi tu vas le publier. Voilà, parce que ça t'amènerait à parler de notre fille. Et je n'aimerais pas. Pourtant, j'ai pris tellement de précautions que même en l'ayant écrit, si moi-même je ne raconte pas, le lecteur ne peut pas nécessairement comprendre de quoi il s'agit. J'ai mis tellement de masques qui sont ma censure. Je me suis beaucoup censuré, sauf que à un moment, j'ai éprouvé une sorte d'insatisfaction avec cette censure et je me suis remis à écrire ce livre qui actuellement est à 570 pages en manuscrit. Je n'ai pas encore fini. Là, je veux aller tellement loin pour que cette douleur ne soit pas le centre, mais qu'elle appartienne, ce que j'appelle la tragédie même d'être vivant. Ce n'est pas seulement l'autisme de ma fille qui est une tragédie, c'est même ma vie qui en est une. Maintenant, comment mettre en scène ma tragédie? Parce que en parlant de ma fille, je ne fais pas nécessairement une chose qui rend service à tout le monde. Lucie est dans la salle. J'étais avec Lucie en Autriche en avril. Ce livre est sorti en allemand. On me posait des questions là-dessus. J'ai organisé le festival avec une Tanzanienne. C'est nous qui avions invité Lucie, les Gauzes et tout en Autriche. Et je lui ai dit la question à laquelle je répondais au moment où j'écrivais et qui est thérapeutique. Vraiment. C'est quand on a un enfant comme la mienne, ma fille, on se retrouve à être de cette catégorie de parents qui aimeraient enterrer leur enfant plutôt que de mourir avant. Moi, je parlais de moi et à un moment, Lucie est témoin, nous étions ensemble, nous animions quand même la dernière rencontre avant que on ne
fasse la cérémonie de clôture, Ida se met à pleurer. Je me disais, ce que j'ai dit, moi je ne pleurais pas, c'est vraiment une réalité. J'aimerais enterrer ma fille, pas mourir avant elle. Donc, je le dis froidement et elle pleure. Après, elle prend le micro, elle dit, je ne te l'ai jamais dit, j'ai un enfant autiste comme toi. Quand tu as dit ça, je me suis rendu compte que ce que je me pose comme question, je te la pose, mais c'est là que l'écriture échoue. Elle ne peut pas être une thérapie efficace. Une fois qu'on est sorti du livre, la réalité nous regarde. La réalité n'est pas littérature, c'est peut-être ça qui reste quand même au-dessus de la tentative de thérapie. La question que vous posiez, si l'auteur pouvait se censurer, dans le cas de Samy, j'étais sûr et certain que non. Justement, parce que le connaissant, sachant ce qu'il met au-dessus de tout, la littérature, c'était forcé. Moi, personnellement, j'ai fait récemment un film où je travaillais avec un compositeur qui était un ami. Et il avait fait une musique, aux premières parties, il était très bien, la seconde moins bien. Donc je lui ai demandé de retravailler la première. Ça l'a fâché. Mais à la fin, je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Avoir une œuvre dans laquelle je me reconnais ou une amitié ? Moi, je préfère enterrer une amitié. Au moins, l'œuvre, elle existera après ma mort. C'est très important pour moi, véritablement. Quand Samy a cette lucidité, cette nécessité, ce besoin de revenir sur sa relation avec sa fille, j'ai eu la chance de rencontrer parce qu'il est mon aîné, mais on habite aussi à côté, donc j'ai pu... Voilà. Et moi-même, j'ai une grande sœur qui, malheureusement, est née trisomite. Et la question que tu posais, mon père, sa plus grande crainte, c'est que sa fille, ma sœur, puisse survivre. Et quand elle est morte, il m'a dit, heureusement qu'elle est morte. Et son meilleur ami lui dit, mais comment tu peux dire une chose pareil? Et ma mère aussi, parce que elle était trisomite, une jolie femme en plus de surcroît. Donc, et mon père, ma mère... Et heureusement, et ça, c'est quelque chose qui... Vous ne pouvez pas comprendre tant que vous n'avez pas vécu ça. Malheureusement, je ne vous le souhaite pas. Comme disait une dame tout à l'heure, j'ai eu un auteur, j'ai eu la chance d'avoir un père aimant, de ne pas avoir connu l'inceste. Oui, c'est des choses qu'on vous souhaite. Ayez des gens normaux, en bonne santé. Oui, c'est pas politiquement correct, mais vous ne savez pas la contrainte que c'est, la vie de sacrifice, d'abnégation qu'il faut et les ressources qu'il faut. Merci à tout le monde pour ces questions. Merci à Samy pour tous ces échanges, également à Mamadou. Donc, j'annonce que cette table ronde est terminée. Merci beaucoup. Merci.